nous, dans le fond, notre équipe, on a décidé de faire notre travail sur la vente de drogue sur le Darknet. On fait partie de l'équipe avec Charles-Olivier, Pierre-Olivier, Marianne et Alexandra. Donc, pour débuter, euh, premièrement, la problématique grandissante de la livraison de stupéfiants par courrier au Canada touche directement, dans le fond, la Gendarmerie royale du Canada et puis Post Canada. Euh, Nous, dans cette optique, notre but, c'est vraiment de venir renseigner ces deux acteurs-là sur la vente et puis l'achat des stupéfiants sur le Darknet. Ça va être fait par une analyse qu'on a dirigée spécifiquement à des fins de revente. Euh, donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir permettre à ces deux parties prenantes-là de venir lutter premièrement contre la production de substances illicites, puis de réduire l'expansion des marchés illégaux canadiens. Donc, les deux agences gouvernementales touchées directement, on a premièrement Post Canada. Donc, Post Canada ont le mandat de fournir le courrier physiquement sur tout le territoire canadien. C'est eux qui vont recevoir les lettres, les marchandises dans leur bureau de tri. Puis c'est eux qui, dans le fond, qui vont devenir responsables de l'inspection des colis, principalement dans la section nationale, donc du pays du Canada. C'est eux qui vont devoir déterminer la légitimité du contenu des colis. Rendu à cette étape-là, c'est là qu'il y a une possible découverte de drogue qui peut arriver. Si c'est le cas, Post Canada va faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour transmettre des renseignements pour fin d'enquête. Étant donné que la GRC, dans le fond, elle a comme mandat général de prévenir le crime, d'effectuer des enquêtes, puis de faire respecter les lois canadiennes. Donc, cette infraction-là, cette cyber-infraction-là, dans le fond, euh, d'expédier des stupéfiants par courriel va tomber directement dans les responsabilités de la GRC. Donc, qu'est-ce qui va être vraiment important de cette collaboration de ces deux agences-là? Ça va vraiment être, premièrement, le renouvellement des techniques de détection, puis le partage du renseignement, étant donné que ces cybercrimes-là sont euh, très changeants, sont tous en train de se modifier, de se complexifier. Ça va être important que ces agences gouvernementales-là tentent d'avoir une longueur d'avance en restant au courant de ces nouvelles façons de faire. Donc, je vais maintenant vous parler du phénomène qui nous intéresse dans ce travail. Donc, on s'est penché sur le Darknet. Le Darknet, ça a été popularisé dans les années 2010. Ça sert à accéder à des sites qui sont non indexés, donc pas accessibles à partir de l'Internet qu'on connaît. Puis, ça permet une navigation anonyme. Donc, pour se connecter au Dark Web, il faut utiliser Tor Browser, qui est un navigateur sécurisé et privé. En fait, les gens ne peuvent pas connaître l'identité de la personne derrière le clavier, ou du moins c'est plutôt compliqué. Donc, ça crée un espace qui est non surveillé et qui facilite l'émergence et la persistance des cybercrimes. Dans le cadre de ce travail, ce qui nous intéresse, c'est la vente et l'achat de drogue en ligne. Donc, ce phénomène se fait à partir des cryptomarchés. Donc, les cryptomarchés, sont des sites Internet qui utilisent des technologies de cryptage avancées, puis qui permettent aux utilisateurs d'acheter toutes sortes de biens, surtout illicites, sous le couvert de l'anonymat. Donc, comme je disais, ces sites sont accessibles à partir de Tor Browser, mais il y a d'autres moyens qui permettent aux utilisateurs de conserver leur anonymat. Donc, on va parler aussi des clés PGP, donc Pretty Good Privacy, qui sont des clés, en fait, un message crypté qui permet d'encrypter l'information. Donc, la clé publique va être utilisée pour partager l'information, puis la clé privée va être utilisée pour obtenir les bitcoins. Donc, les bitcoins sont la monnaie qui est utilisée dans le Darknet pour acheter les biens illicites. Puis, le fonctionnement permet un anonymat puisque les utilisateurs n'ont pas besoin de mettre leurs informations personnelles afin d'avoir un portefeuille de bitcoins. Il est important de mentionner que l'achat des biens illégaux sur le Darknet est un phénomène qui est propre au 21e siècle, puis qui a significativement
réduit la surveillance et les habiletés de détection par les forces de l'ordre. Puis, en plus, ce que ça fait, c'est que ça repousse les frontières géographiques et économiques parce que n'importe qui peut acheter dans n'importe quel pays. Puis, la monnaie commune, c'est les bitcoins. Donc, ça permet d'acheter n'importe quoi pas mal. Quand on parle de crypto-marché, on pense souvent à Silk Road. Donc, ça a été un site sur lequel il y a eu beaucoup de transactions illégales, mais ça a été fermé il y a quelques années. Mais c'est un site qui générait vraiment beaucoup d'argent. On parle ici de presque 90 millions de dollars américains par année. La loi encadre quand même un minimum les infractions qui sont commises lors des activités de vente ou d'achat de drogue sur le Darknet. Donc, c'est des cybercrimes qu'on appelle. Donc, tout ce qui a trait à la possession, l'importation, l'exportation et la possession en vue de trafic de drogue est contenu et interdit par la loi, réglementant certaines drogues et autres substances. Donc, au Canada, il est interdit de posséder des substances qui sont prohibées par cette loi. On passe maintenant à la méthodologie qu'on a faite dans le cadre de ce travail. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo puis le commenter en même temps que les images défilent. Donc, pour accéder au crypto-marché qu'on a choisi, on a passé par le site deep.web. Donc, on a accédé à l'URL du site Dream Market, qu'on va voir apparaître ici. On s'est fait un faux compte avec aucune donnée personnelle pour pouvoir naviguer dans le site. Donc, on va dans la catégorie drogue. Puisqu'on voulait savoir les échanges qui ont lieu à l'intérieur du Canada, on a mis des filtres pour voir qu'est-ce qui est envoyé du Canada, mais qui est aussi reçu au Canada. Donc, c'est vraiment ce qui se passe au niveau national qui nous intéressait. Puis, on a choisi les utilisateurs qui avaient le plus de reviews. Donc, on peut voir 27,50, c'est le nombre de commentaires, puis le 4,92, c'est le nombre d'étoiles. L'évaluation générale, je vais juste faire pause. Donc, quand on regarde le profil, on peut voir la description que le vendeur se fait. Donc, ici, il va parler de la façon que les biens sont envoyés. Parfois, il va révéler quelques méthodes de dissimulation. Il va parler des drogues qu'il peut vendre. Ça, je l'ai dit. Les politiques de réenvoi, de remboursement. S'il fait de la vente en gros, qu'on peut voir ici. Puis lui, ici, il fait un fax. Donc, on peut voir des questions et des réponses sur divers sujets. Ensuite, on peut voir la clé PGP, comme je vous disais, qui sert à échanger les contacts. Puis, à la fin ici, on va voir tous les produits que le vendeur vend. Donc, on voit selon la quantité. Là, ici, on ne voit pas très bien, mais ici, par exemple, 1 gramme, puis ça va jusqu'à 50 grammes. Donc, à partir de là, on peut vraiment voir le type de produit qui est vendu, puis la quantité. Donc, on a tout pris en compte ces informations-là. Par les vendeurs qui étaient les plus populaires au niveau du site. Selon les drogues vendues, les quantités, on a pu donner notre avis à savoir est-ce qu'il y a des possibilités que ça soit pour de la vente en gros, donc du trafic qui va se faire à l'intérieur du Canada ou seulement de la consommation personnelle. Puis aussi, on a comptabilisé le nombre de transactions de plus de 1000 $ dans les 100 derniers jours, puis le montant les plus importants dans les 45 derniers jours. OK, donc on va continuer avec la section résultats. On va débuter avec l'analyse, puis on va faire le profil des vendeurs. Voici les résultats qu'on a compilés sur le site qu'on a consulté avec Thor. Alors, ça a été majoritairement de vérifier avec le profil des vendeurs sur les évaluations que les acheteurs leur donnaient. On peut voir le nombre d'évaluations également que ceux-ci ont reçues. On a fait une liste qui recense également les produits qu'ils vendaient, le service de poste utilisé puis le temps que ça a pris, s'ils envoyaient internationalement ou seulement national, donc au Canada.
Et ça a été surprenant de voir que tous envoyaient à l'international. On a analysé la quantité qui se vendait, c'est-à-dire pour le trafic ou pour personnel, donc des plus petites quantités. On a cherché des indices concernant la production ou non, donc si les vendeurs produisaient ou non leur propre drogue. Et ça a été assez difficile, donc il n'y a pas beaucoup de pistes par rapport à ça. Mais on en a sorti quelques-uns qui étaient probablement des producteurs, mais il n'y a rien de noir et blanc. Concernant le réenvoi, dans le fond, c'est juste si eux effectuent des réenvois suite à des tentatives qui n'ont pas fonctionné avec les clients fidèles ou non, ou ça va varier là, selon le vendeur. Les deux dernières cases, ça concerne dans le fond des montants d'argent. L'avant-dernière case, c'est en fait le montant le plus élevé dans les 45 derniers jours. Le plus élevé qu'il y avait, c'était Canada One avec une vente de 13 000 quasiment dollars, là, donc c'est quand même assez gros. Puis la dernière case, c'est le nombre de transactions de plus de 1000 dollars dans les 100 derniers jours. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait des transactions de plus de 1000 dollars, mais il y en a quelques-uns également que c'est assez impressionnant, notamment de Xanax Plug, qui vendait beaucoup majoritairement du Xanax, là, 210 transactions de plus de 1000 dollars dans les 100 derniers jours, donc c'est un bon vendeur. Puis afin de rentrer plus en détail, là, on va aborder les phénomènes, puis on va parler un peu de comment les résultats peuvent être interprétés. C'est sûr qu'il y a une difficulté de traçage, c'est-à-dire que les transactions sont de nature anonyme, puis il y a énormément de méthodes de dissimulation qui sont utilisées. Par contre, il a été possible de dresser un profil assez représentatif de la situation et des vendeurs, mais il y a bien sûr des estimés là-dedans. Là, comme je l'ai dit, c'est une zone grise, là, donc c'est pas tracé très clairement. La première conclusion qu'on peut en tirer, c'est le fait que les vendeurs possèdent probablement en majorité des connaissances techniques, plus au-delà de la moyenne de la population. Pour naviguer sur le dark web, sur le darknet, pardonnez, ça prend beaucoup de connaissances techniques pour s'assurer vraiment d'être protégé comme au niveau que les vendeurs vont s'assurer d'être protégés. C'est pas très compliqué de se rendre sur le darknet, mais c'est quand même complexe de bien protéger ses arrières, d'effacer ses traces et de construire ce réseau-là qu'eux arrivent à construire. On va voir plus tard en détail là, vraiment comment ils abordent le sujet d'une manière plus technique. Ensuite, on peut s'en douter, là, la majorité des vendeurs dans la vraie vie sont également des consommateurs. Donc ça peut faire partie du profil des vendeurs sur le darknet. Pourquoi pas consommer alors qu'on en vend également. Le troisième point, c'est la confiance, c'est-à-dire que c'est important de souligner que les vendeurs opèrent grandement sur une base de confiance avec les acheteurs. Ils n'ont pas vraiment de misère à cesser les activités au moins de soupçon, puis ils vont offrir régulièrement des renvois, mais à des clients fidèles. Donc, ils sont plus méfiants des premiers clients. Et ça, on va en parler plus tard, la manière qu'ils abordent cet aspect-là pour s'assurer de bien se protéger pour être sûr de ne pas justement se faire prendre. Concernant les quantités vendues, il a été possible de constater que 80% de notre échantillonnage vendait pour des quantités qui sont associables au trafic. Donc, en majorité, on parle du terme anglais, le bulk, un peu comme quand on dit bulk barn, là, on peut acheter en grande quantité, ben c'est la même chose pour, mettons, la drogue. Quand on parle de bulk, on parle de grande quantité, donc majoritairement de quantité que si la personne qui possède ça se fait interpeller, ben ça pourrait être associé à du trafic. Donc, les sentences sont évidemment plus lourdes. Les cas les plus inquiétants, on a relevé des quantités qui contenaient plusieurs milliers de fois la dose mortelle de fentanyl, qui est un opioïde qu'on entend parler assez régulièrement dans les nouvelles. Le simple contact avec la peau, là, ça peut causer le décès ou des complications graves. Donc, le fait qu'on puisse avoir accès à ça justement en ligne, plusieurs milliers de fois la dose mortelle, c'est quand même inquiétant. Okay, la majorité des produits vendus, là, on parle d'héroïne, de Xanax, de MDMA, LSD, cocaïne, opioïdes, kétamine, cannabis, huile de cannabis, hashish. Je dirais que tout ce qui est disponible dans la rue est disponible sur le dark web. Probablement que les produits disponibles vont varier. On parle majoritairement plus des produits de synthèse, c'est-à-dire qui peuvent être produits à l'intérieur du pays. Ça, c'est ça qui est le plus vendeur pour les gens du dark web.
L'image qui est dans la diapositive, c'est une image qui est tirée d'une édition de The Economist 2016, où est-ce qu'ils ont fait une étude, dans le fond, sur plus de 2000 profils de vendeurs, qui est, dans le fond, vraiment plus gros que l'étude qu'on a menée. Et ils ont analysé plus de 360 000 ventes sur le site Silk Road 2, qui était, dans le fond, une plateforme similaire au site qu'on a analysé, mais qui a été shut down en bon français. On peut voir, désolé, on peut voir dans le fond que les drogues de synthèse sont grandement vendues, marijuana, cocaïne. Cocaïne, il y a une petite difficulté parce qu'il faut quand même qu'il soit importé d'Amérique latine. Donc, il faut que ça soit lié à un commerce international qui est probablement plus gros que ce à quoi on pense. Ecstasy également, tout ce qui est les pilules de synthèse, c'est assez populaire sur le Darknet. Concernant la production ou non, ben, il n'y a pas vraiment d'infos qui peut donner des pistes sur le fait que les gens produisent ou non, les vendeurs produisent ou non, en fait, dans leur laboratoire à eux, ou si c'est plus des hommes d'affaires qui sont au milieu d'une genre de chaîne humaine. Ça a été, dans quelques cas, probable, mais on n'a jamais eu vraiment la certitude où est-ce que quelqu'un explicitait le fait qu'il vendait vraiment des produits qu'il produisait lui-même, donc il y avait un laboratoire, etc. Souvent, on a pu être témoin de revendeurs, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient au milieu d'une chaîne, puis qui faisaient simplement booster les prix pour revendre plus cher. Par contre, pour la livraison internationale, on était extrêmement surpris. Et on a constaté que tous les vendeurs qu'on a pu analyser livraient partout dans le monde. Donc, ça laisse croire que c'est un problème qui est probablement d'une plus grosse envergure que simplement le Canada et l'intérieur de notre pays, dans le fond. On va continuer avec la complexité du Darknet puis le modus operandi que les vendeurs vont utiliser. On est toujours dans la section des résultats, mais on va se pencher plus sur des termes techniques. Alors, les VPN et Tor. Tor, c'est le logiciel, dans le fond, qu'on a utilisé pour accéder au Darknet. Il existe plusieurs autres logiciels, là, c'en est un parmi d'autres. Il y a I2P, par exemple, il y en a beaucoup. Dans le fond, les VPN puis Tor, c'est assez lié. Là, ça permet de. C'est un réseau informatique mondial qui est décentralisé. Puis c'est créé comme en nœud de réseau. Donc, l'origine de toutes les connexions TCP va être masquée. C'est un quasi-anonymat parce que nos adresses IP qu'on va utiliser ne vont pas être partagées publiquement. Donc, ça effectue le même principe qu'un oignon. C'est plusieurs pleurs qui nous protègent. Donc, on est quasiment intraçable. Et c'est très difficile pour les agences d'application de la loi de pouvoir retracer quelqu'un sur le Darknet. Ensuite, ils vont utiliser les clés PGP. Dans le fond, PGP, ça veut dire Pretty Good Privacy. Donc, c'est un simple programme de chiffrement cryptographique, mais qui fait de la cryptographie symétrique et asymétrique, qui va être utilisé pour encoder leurs données. Donc, ils vont apporter un deuxième safety, comme on dirait, à leur vente, puis à leur deal en ligne. Donc, ça va faire complexifier encore plus la tâche de la police et des autres institutions. Ensuite, pour les bitcoins, ben, en fait, c'est la quasi-totalité des transactions qui sont faites en bitcoins. Donc, on vient tripler encore notre protection puisque ça ne nécessite pas nécessairement des infos qui sont compromettantes ou personnelles au même titre que d'aller s'ouvrir un compte chez Desjardins. Donc, les gens peuvent davantage falsifier leur identité et devenir plus anonymes avec la vente en bitcoin. Donc, ça commence à être assez difficile de les retracer. Concernant les méthodes physiques, ils se sont diversifiés avec le temps. Environ 90% des colis sont envoyés au Canada avec Post Canada. Sur les forums, on a été capable de rapiécer quelques brins d'informations par-ci par-là, puisqu'il n'y a personne qui a évidemment fait un guide sur comment il vend sa drogue. Mais on a noté plusieurs techniques assez intéressantes. Majoritairement, les envois sont faits dans des sacs hermétiques pour enlever l'odeur justement de la drogue. Tout ce qui est manipulé, ça va être avec des gants de latex pour pas, dans le fond, laisser d'empreintes digitales. Et à la fin, les sacs sont trempés dans de l'eau de Javel. Donc, on élimine toutes les traces d'ADN et les empreintes. Ça veut dire également que ça prend énormément de temps à faire des colis. Donc, on est plus certain de la qualité de la marchandise sur le Darknet, mais ça prend plus de temps à élaborer le colis et faire la gestion de tout ce stock-là
puis de toutes ces méthodes-là, où est-ce que dans la rue, on n'utiliserait pas nécessairement ça, on ferait juste peut-être le mettre dans un sachet puis le vendre. Également, sur les paquets qui sont envoyés, puisque les douanes et toutes les agences en charge de la livraison des colis sont plus suspicieuses des paquets qui sont signés à la main, ça va être des étampes à poser d'une manière comme une compagnie ferait si on recevrait par exemple une casquette ou un t-shirt par la poste, c'est-à-dire que ça va être écrit à l'ordinateur. Également, là, les vendeurs vont souvent aller à des postes, des centres de poste qui sont loin de leur domicile, vont varier les endroits, puis ils vont combiner toutes les méthodes, dans le fond, physiques aux méthodes plus techniques, là, comme Tor, la clé PGP, les bitcoins. Puis ça va les rendre incroyablement difficiles à tracer. Quelqu'un qui se protège très, très, très bien, ça peut être quasiment impossible, voire prendre des années à retracer toutes les transactions qu'il a faites, ce qui cause un majeur problème pour les amener en justice par la suite. Donc là, on va enchaîner ensuite avec les solutions. Excellent. Donc, maintenant, les solutions. Donc, premièrement, étant donné la problématique, dans le fond, de l'envoi de la drogue par courrier postal, dans le fond, ça serait que les agences d'application de la loi pourraient tenter, dans le fond, de s'attaquer au site de vente directement dans le but de mettre fin aux livraisons de drogue. Par contre, c'est sûr que cette solution-là, plus ou moins réaliste dans le sens où, si on parle de volatilité du Darknet, ça fait en sorte que c'est peu probable que, dans le fond, les crypto-marchés disparaissent en raison d'opérations policières. Une autre solution, ça serait d'envisager une augmentation de la sévérité, dans le fond, de la réglementation qui entoure les cybercrimes. Puis ça, dans le fond, ça serait de venir tenter de dissuader les futurs délinquants dans la commission d'infractions criminelles utilisant le Darknet. Ensuite, une autre solution, ça serait que dans le fond, les enquêteurs des agences tentent d'infiltrer le Darknet, tant au niveau, dans le fond, de la commande des produits, mais aussi de l'interaction avec les vendeurs. Puis dans le fond, ça serait dans le but d'aller faire une collecte de renseignements pour permettre éventuellement peut-être de trouver une faille de sécurité qui mènerait en bout de ligne à l'identification des cyberdélinquants qui fournissent, qui offrent de la drogue principalement là, à être envoyée par les services postaux. Ensuite de ça, ça serait aussi de mettre à jour la législation par rapport au transport du service postal. Puis tout ça, dans le fond, en tenant compte des changements, des façons de faire des cybercriminels. Étant donné que les lois puis les règlements deviennent désuets au fil du temps, sont dus pour une modification en raison de l'accroissement des commandes en ligne et puis des produits prohibés. Donc, de vraiment de rester à jour, puis d'être au courant, puis de s'ajuster en conséquence. Et puis, finalement, une autre solution, ce serait d'améliorer les moyens d'interception des colis de contrebande. Par contre, qu'est-ce qui vient avec cette solution-là, c'est que ça pourrait devenir difficile de le faire sans ralentir le débit, étant donné qu'il y a énormément de colis qui passent par Post Canada. Et puis, si une augmentation justement de cette interception-là des colis, ça pourrait porter préjudice aux entreprises privées qui, eux, utilisent ça, puis ça ralentirait le service. Donc, pour conclure, la collaboration entre la GRC puis Post Canada est absolument nécessaire par rapport à cette problématique-là, d'envoi des stupéfiants par les services postaux canadiens. Qu'est-ce qui va être important pour ces agences gouvernementales-là? Ça va vraiment être le partage d'informations, le partage de renseignements des deux côtés pour mieux outiller, mieux informer les acteurs par rapport aux nouvelles tendances qui sont utilisées par les vendeurs de stupéfiants sur le Darknet.
Euh, pour les autorités, l'ensemble des produits et les pratiques criminelles aussi qui sont présents sur le Darknet vont représenter une mine d'informations énorme. Et puis, donc, ce serait bénéfique pour la compréhension du phénomène de surveiller et de collecter ces renseignements. La progression exponentielle du Darknet va donc pousser les organisations à développer des nouvelles expertises pour lutter contre la production de substances, puis réduire l'expansion des marchés illégaux canadiens. Merci beaucoup.